Bonjour et bienvenue sur le MILF Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de re-accueillir Lucille Quillet. Ouais. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bah oui. Ouais. Comment on se retrouve toutes Comment les on se deux retrouve? Tiens. Parce que tout simplement, vous avez adoré la dernière fois notre intervention avec Lucille. Voilà, donc, et en plus, j'ai reçu des messages sur Instagram me disant qu'ils avaient hâte de réécouter ce deuxième épisode. Super. No pressure. Ouais, c'est clair. Alors Lucille, tu es journaliste, autrice et l'une des voix les plus lucides sur le travail des femmes. On vit dans un monde professionnel qui a été pensé pour et par les hommes, n'est-ce pas? Disponible 24 heures sur 24, sans charge mentale, sans grossesse, sans care. Alors comment on fait pour que le travail devienne enfin compatible avec la vie? Donc moi j'ai 6 questions pour toi. Vas-y. Si on regarde l'histoire du travail des femmes, à quel moment on comprend qu'il n'a jamais été conçu pour les femmes en fait? Dès le début. Parce qu'en fait, ça même, tu vois, pour moi, quand j'ai écrit le livre Les Méritantes, donc, qui parle du travail des femmes, je suis un peu partie avec des idées reçues sur le travail des femmes, en disant, bon, quelle est cette histoire? On nous dit qu'on travaille depuis pas longtemps, depuis les années 70, donc tout ça est relativement nouveau pour nous, et que donc c'est pas si étonnant qu'on ne soit pas payé comme les hommes, qu'on n'ait pas encore accès aux postes de pouvoir, parce que ça ne fait que quelques décennies qu'on travaille. Donc ça permet de relativiser les inégalités professionnelles. Ça permet aussi de se dire, bon, c'est normal si je ne me sens pas complètement légitime, on est encore des débutantes. D'ailleurs, dans le livre, j'appelle ça le mythe des débutantes. Donc ça vient nourrir un sentiment d'illégitimité. Ouais. Et puis surtout, tu te dis, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère n'avaient pas forcément la chance de travailler, donc moi... je prends mon droit de travailler. Dans d'autres pays, les femmes n'ont pas accès à ce droit-là. Donc, je prends mon carton d'invitation, je dis merci, je suis dans la gratitude et je mesure ma chance. Alors qu'en fait, quand tu te penches sur l'histoire du travail des femmes, tu te rends compte que les femmes ont toujours travaillé, qu'elles ont été agricultrices, que c'était toutes les ouvrières de l'industrie textile, que c'était des commerçantes, que c'était celles qui géraient le propre et le sale, qui étaient déjà... dans le care des soins, des infirmières et tout. Les religieuses travaillaient aussi, les adolescentes, même les enfants travaillaient. Donc, les domestiques aussi, qui n'étaient même pas considérés comme des actives. Donc, on voit que notre rapport biaisé au travail des femmes, il date d'il y a bien, bien plus longtemps. De tout temps, les femmes ont été sous-payées. Leur travail était moralisé. C'est-à-dire qu'elles pouvaient travailler, mais si elles se mariaient, il y avait certaines professions qu'elles ne pouvaient plus faire. Si, notamment, les artisanes, tu vois, qui étaient mariées à un artisan, quand lui, il mourait, elles pouvaient reprendre, mais que quelques années, ou à condition de ne pas embaucher trop d'hommes sous leurs ordres, tu vois, c'est toujours relativisé. Et s'il ne fallait retenir qu'un chiffre, tu vois, sur l'histoire du travail des femmes, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, donc avant toute, voilà, cette idée que les femmes ont commencé à travailler aussi en remplaçant les hommes à l'usine pendant la Première Guerre mondiale et tout. Avant ça, début du XXe siècle, les femmes représentent 30% de la population active. Ce qui est quand même, si tu veux, pas rien. Et sachant qu'en plus, les statistiques ont toujours invisibilisé le travail des femmes. Tu vois, en 1954, on change une définition statistique. C'est 1 million d'agricultrices qui sortent des rangs de la population active. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique des statistiques, mais tu vois qu'en fait, les statistiques aussi, elles sont politiques. Donc, les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours été moins bien payées, leur travail a toujours été considéré comme quelque chose dans la lignée du domestique et du care, donc pas vraiment du travail, et il a toujours été périphérisé aussi, tu vois. Et ça continue encore aujourd'hui. On est moins bien payés, tu vois qu'on est dans beaucoup moins de métiers différents par rapport aux hommes, tu vois, on se concentre dans les métiers du care, notamment, et que notre travail est toujours mis encore en périphérie, tu vois. Moi, par exemple, un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des fonctions qu'on appelle support dans les entreprises. C'est quoi? C'est la communication, les RH, la compta, le juridique, qui sont majoritairement occupés par des femmes.
et qu'on considérait des fonctions support, tu vois, comme si le noyau dur du travail, c'était le travail des hommes, et que les femmes étaient là comme des super secrétaires qui rangeaient, qui classaient, qui venaient aider, mais qui ne créaient pas une valeur aussi déterminante que les hommes pour l'entreprise. Alors que des RH bien, tu vois, bien structurés, un service juridique béton, la communication, on sait combien c'est essentiel. Et d'ailleurs, tu vois, en 2010, la Cour de cassation a donné raison à une femme qui poursuivait son employeur. Elle était directrice RH juridique. Elle était moins bien payée que ses collègues équivalents masculins qui étaient commerciaux. Et la Cour de cassation lui a donné raison en disant, en fait, elle crée autant de valeur pour l'entreprise, elle participe autant à la performance que le commercial. Voilà, donc cette histoire, en fait, elle est hyper ancienne. Donc à partir de quel moment on comprend que, tu vois, le travail n'est pas un lieu neutre et que c'est un endroit où se perpétuent des stéréotypes, des biais, en fait, on comprend dès qu'on s'intéresse à l'histoire du travail des femmes. Et on voit que c'est une histoire ancienne et des inégalités qu'il ne faut pas relativiser, tu vois, en se disant, ça fait pas très longtemps, donc au final, on a de la chance, acceptons ce qu'on a et soyons patientes. Parce que c'est beaucoup ça aussi, tu vois, qu'on nous dit, je trouve. Donc, voilà, moi, c'est pour ça que je voulais commencer Les Méritantes avec ce premier chapitre sur l'histoire du travail des femmes, pour sortir de ces idées reçues et se dire, mais en fait, on nous présente le travail comme le lieu neutre et le tremplin de notre émancipation en tant que femme, là où on va gagner notre liberté, on va gagner notre argent. Sauf qu'en fait, il y a un gros trou dans le tremplin. Ça fait très longtemps qu'on se fait un peu arnaquer au travail, que la valeur de notre travail n'est pas reconnue. Et en plus, les règles du jeu ont été établies par des hommes pour des hommes. Passionnant. Bam. Ça me donne envie de... Ouais. Okay. Vous s'accrochez, okay. Vous êtes prêtes ? Allez, c'est parti. Quelles sont aujourd'hui les violences économiques et professionnelles les plus invisibles, mais les plus destructives pour les femmes ? Il y en a tellement. En fait, je pense que, évidemment, on connaît les discriminations liées à la maternité. On connaît les petites réflexions sexistes, on connaît le fait de toujours remettre en question la compétence des femmes, ce qui fait que quand tu parles de quotas, on va dire mais oui, mais est-ce qu'on va pas abaisser le niveau parce qu'on va mettre des femmes là pour remplir des quotas, mais qu'en est-il de la compétence et tout ? Alors que bon, quand tu regardes une table d'un COMEX, d'un conseil d'administration, où il y a des hommes qui ont fait les mêmes écoles, qui ont les mêmes diplômes, qui ont la même couleur de peau, qui s'habillent pareil, qui ont la même couleur de cheveux, et qui fréquentent les mêmes cercles et qui ont les mêmes centres d'intérêt, personne ne se demande s'ils sont là vraiment pour la compétence ou peut-être pour d'autres raisons du style, ils se ressemblent tous et c'est un boys club. Donc voilà. White old man. Voilà, genre, oh tiens, ils sont là. Et donc ça, ces discriminations-là, on les connaît bien, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus destructeur ? Il y a plusieurs choses. Moi, en fait, tu vois, dans le livre, j'ai un peu voulu prendre le contre-pied syndrome de la bonne élève et de syndrome de l'impostrice, dont on parle beaucoup, et dont je parle aussi parce que je suis coach en vie professionnelle. Donc, si tu veux, moi, je tiens aussi ce discours-là de comment sortir du syndrome de la bonne élève, du syndrome de l'impostrice. Mais moi, j'aime bien dire que, certes, il ne faut pas être trop perfectionniste, il faut arrêter de se remettre en question tout le temps, et il faut savoir faire son autopromotion. Mais en vrai, ces syndromes, ils ont aussi du bon. Quand tu te sens impostrice, ça veut dire que tu es capable de te remettre en question, d'être modeste et humble. Qu'on manque parfois un petit peu dans certains cercles de pouvoir. Quand tu es une bonne élève, ça veut dire que tu as une haute exigence professionnelle, une haute conscience professionnelle, que tu es très appliquée, que tu aimes le travail bien fait. Ça ne devrait pas être des freins à la carrière, tu vois. Ça devrait quand même être présenté sous un jour beaucoup plus positif. Donc si ça, c'est des mauvais syndromes, qu'est-ce que c'est les bons syndromes ? Et donc là, j'en détaille 4 dans le livre. 1, le syndrome du piqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ? Il faut être très présent. Donc, la culture du présentéisme qui te demande d'être over-disponible, de répondre à ton téléphone, d'être en réunion, en visio, n'importe où, n'importe quand, de rester aux after-work, de rester aux réunions du soir. Et que tu sais très bien que si tu pars à 17h, parce que tu as potentiellement des enfants à aller chercher à l'école, tu vas être perçu comme une demi-salariée. Cette règle du présentéisme, ça favorise évidemment les hommes. Parce que je ne vais pas refaire le détail de l'évolution des heures de tâches domestiques de l'INSEE qu'on a fait dans l'épisode d'avant, mais qui a beaucoup marqué, je pense. Je vais te citer d'autres chiffres. C'est que les mères amènent et vont chercher 3 fois plus souvent que les pères leurs enfants à l'école. Et moi, le chiffre qui m'a vraiment fait halluciner, c'est qu'il y a moins d'un père sur 2 qui garde seul son enfant juste 1 heure au cours de la semaine. Ça fait pas beaucoup, quand même.
C'est un peu choquant. Ça fait pas beaucoup. Bon, Voilà. voilà. Ok. Voilà, tu peux aussi ajouter, tu vois, parce qu'on s'appuie beaucoup sur qu'est-ce que c'est la logique en fait pour quand tu veux travailler, être ambitieux et du coup faire des horaires de travail qui te permettent pas d'aller chercher tes enfants à l'école. La logique, c'est de refourguer son enfant à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre étant une nounou, souvent une femme qui est pas hyper bien payée, ou une grand-mère. Les grand-mères, c'est 23 millions d'heures de garde gratuite d'enfants par semaine. Bravo les mamies. Bravo les mamies. Et ces grand-mères, potentiellement, elles ont été exclues du marché du travail au moment où elles sont devenues seniors. Parce que le monde du travail n'aime pas les femmes qui vieillissent. Donc tu dis que le monde du travail tel qu'il est structuré actuellement, il repose sur les femmes qui l'excluent. Et encore une fois, tu vois, on revient sur la thématique du travail domestique gratuit et tout. Donc, voilà. Donc syndrome du piqué, répondre au présentéisme. Et ça, quand voilà, ta façon de travailler, elle n'inclut pas la parentalité, que quand pour réussir, il ne faut pas avoir de tâches domestiques et parentales, évidemment, ça va privilégier les hommes. Et pour les femmes, ça crée des dilemmes pas possibles entre carrière, vie de famille, j'ai de l'ambition, et d'un côté, j'ai l'impression que je ne peux pas réaliser mon ambition et que je vais être mise sur le banc de touche si je passe à 80%. Tu vois, alors qu'en fait, on devrait pouvoir être ambitieux et même travailler à temps partiel. Pourquoi on devrait le payer sur le long terme si à un moment tu as juste un peu ton temps de travail, on te le fait payer sur le long terme en termes de trajectoire professionnelle, tu vois. Et je rappelle quand même que l'arrivée d'un enfant, c'est une perte de 30% des revenus sur le long terme pour les femmes. Donc tu vois, il y a quand même ce vrai sujet. Deuxième syndrome, ce que j'appelle le syndrome du champion. C'est que tu sais qu'il ne suffit pas de bien travailler, il faut aussi le faire savoir. Donc, faire son autopromotion, se mettre en avant, négocier son salaire et être, tu vois, son propre agent, son propre commercial. Pourquoi c'est plus compliqué pour les femmes ? Parce qu'elles ont moins le temps, encore une fois, et de deux, elles ont moins confiance en elles pour le faire. Et même quand elles ont confiance en elles, elles vont trouver ça prétentieux et arrogant d'arriver, de se mettre la couronne sur la tête en disant « moi, je pense que je mérite tant et que je mérite plus ». Et quand elles le font, elles obtiennent moins gain de cause que les hommes. Parce que on attend des femmes que, si tu veux, ce soit les autres qui déterminent leur valeur et que c'est grossier de se déclarer soi-même être, tu vois, la meilleure candidate et que c'est pas très féminin. Donc là, tu sors de la position d'attente où une femme doit attendre que l'amour des autres vienne à elle, mais pas elle être plutôt proactive, quoi. Donc il y a ça. Troisième syndrome, ce que j'appelle le syndrome du courtisan. C'est qu'il faut plaire à son chef. Et qu'on est dans une notion très verticale de la hiérarchie où le chef, c'est celui qui a raison. C'est celui à qui il faut obéir et à qui il faut plaire. Tu vois, dans un truc très assez patriarcal de papa a raison, il faut lui obéir et il faut pas le, tu vois, voilà. Donc parfois ça va même aller à l'encontre de ta bonne conscience professionnelle où tu dis moi j'ai envie d'adresser des problèmes, j'ai envie d'adresser des sujets, mais parce que ça va trop remettre de choses en question, parce que ça va pas dans le sens et de la vision de mon boss. Je vais plutôt faire profil bas et je vais plutôt le caresser dans le sens du poil. Et je peux te dire qu'il y a énormément de femmes qui sont hyper endurantes dans leur carrière pour arriver à des postes de pouvoir et qui, quand elles arrivent au COMEX, au CODIR, tombent de très très haut. Parce qu'elles pensaient trouver un lieu d'émulation intellectuelle, un lieu de pouvoir où on allait débattre, prendre les meilleures décisions et tout. Et en fait, elles découvrent juste la cour du roi, où tu as une assemblée majoritairement masculine qui est là pour flatter le PDG et pour maintenir sa place, tu vois, pour le prochain round, quoi. Donc ça aussi, ça va pénaliser les femmes parce que c'est tout le truc de l'effet boys club, où tu vas faire monter des gens qui te confortent dans tes idées, des gens qui te ressemblent. Et du coup, évidemment, les hommes se cooptent entre eux, tu vois. Et après, le dernier syndrome, qui n'a pas de nom en soi, mais c'est s'intégrer dans une culture, ce que j'appelle un peu la culture bro. C'est une culture d'entreprise qui a souvent été pensée au masculin. Tu vois, des activités de team building, typiquement le baby-foot et des poufs par terre. On est d'accord. Quand tu as une robe, une jupe, le pouf par terre, ça t'arrange pas du tout, tu vois. C'est de pas mettre, même dans l'agencement de l'espace parfois. Quand t'as pas un endroit où tu peux répondre à l'appel urgent de la crèche et que tu dois courir 2 minutes pour aller au bout du couloir dans une petite salle aquarium pour t'isoler, tu vois, ça, c'est pas pensé pour des gens qui ont des charges domestiques. Quand tu as des escaliers où tu peux voir en dessous, tu vois, typiquement, ce genre dans certains secteurs très masculins, il n'y a même pas de toilettes pour femmes. Tu vois, notamment dans le bâtiment. De toute façon, on appelle maman quand il y a un problème à la crèche. Oui, mais quand maman, elle travaille et qu'elle n'a pas d'endroit où répondre, tu vois, ça veut dire que tous tes collègues vont entendre... C'est un vrai sujet. Voilà, donc tu as quand même aussi... on dit aux femmes de se contorsionner dans ces règles-là. Et ça aussi, moi, c'est ce dont je voulais parler dans le livre. C'est qu'on nous dit qu'on peut avoir les mêmes carrières que les hommes,
mais qu'il faut montrer patte blanche, il faut s'adapter, il faut ranger ses problèmes personnels dans le placard, et il faut toujours démontrer qu'on est aussi capable que les hommes, qu'il n'y a pas de différence et tout. Sauf que du coup, ça nous fait prendre sur nous, ça nous fait nous taire dans plein de situations, tu vois. Et alors, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là de la santé. Je pense qu'on ne se rend pas compte en tant que femme à quel point on prend sur nous et on cache nos vécus corporels. Qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu es une femme ? Vas-y, je fais une petite liste. Qui n'arrive pas aux hommes. Des règles douloureuses, potentiellement de l'endométriose, un parcours PMA, hyper contraignant au niveau calendrier, logistique et tout. Un premier trimestre de grossesse éreintant. C'est quand même là où tu as besoin de plus d'aménagement et où on te dit de faire comme si de rien n'était et d'avoir tes trajets de transport et de ne pas vomir au bureau. Et quand bien même tu as besoin de dormir, tu vas dormir aux toilettes. Enfin, bon, voilà. Un postpartum parfois compliqué, y compris au niveau corporel. De l'endométriose, je crois que je l'ai déjà dit. Retour de couche. Retour de couche. Urgence gynécologique et mammaire. Typiquement, pour les hommes qui nous écoutent, je sens que j'ai une boule au sein. Il faut que j'aille me faire checker. Je prends le premier rendez-vous. C'est dans 10 jours à 15h. Je le prends. Voilà, c'est comme ça. Et ça ne va pas coller avec mes horaires de travail. T'as posé une journée. Plus la ménopause. Et oui, énorme sujet. Énorme sujet. Et pour tout ça, notre réflexe, c'est ou d'aller pleurer dans les toilettes, ou respirer, ou dormir et tout. Et c'est quand même terrible de te dire que le meilleur endroit pour vivre sa santé quand tu es une femme au travail, c'est les toilettes. Ou tu poses un congé sans solde ou une RTT. Et donc, c'est te dire aussi combien le monde du travail, il n'a pas été pensé avec de l'aménagement, avec de la flexibilité, pour qu'on puisse être nous-mêmes et qu'on n'ait pas à montrer patte blanche et se fondre, tu vois, dans un costume qui n'est pas le nôtre. Et alors, il y a un nom, j'adore inventer des noms de syndromes, comme tu l'auras compris. J'ai un peu inventé un nom plus général pour ça, que j'appelle le syndrome de la chemise blanche, où on demande aux femmes de réussir au travail en faisant comme les hommes, au lieu de repenser le monde du travail de façon plus inclusive. Donc voilà. Donc quand tu me demandes ce qui est le plus destructeur pour les femmes, je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais il y a surtout un mépris généralisé du féminin. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, quand bien même tu te contorsionnes pour cocher toutes les cases, pour répondre à tous ces syndromes, pour masquer ton vécu et tout, parce que tu es une femme, ton travail sera dévalorisé. Et c'est là où quand tu arrives sur la thématique des métiers majoritairement féminins, et notamment du care, on s'en fiche que tu négocies ton salaire ou que tu fasses de l'autopromotion. La sage-femme, elle fait pas ça. Elle peut pas faire ça. Le problème, c'est que on a une conception, une vision des métiers majoritairement féminins comme de valeurs plus relatives, tu vois. Et ça va typiquement même se communiquer dans des discours sur l'orientation en disant aux filles, allez pas dans les métiers du soin, devenez informaticienne ou ingénieure. Ah oui. Mais quel mépris pour les métiers, tu vois, du soin qui sont quand même les plus essentiels, que tu ne peux pas remplacer par l'intelligence artificielle, dont on a besoin typiquement en temps de pandémie, on a bien vu. Sauf qu'en fait, ces métiers-là, il y a les métiers, ils sont décrits, ils sont rangés, ils sont classés dans des grilles de classification. Où pour chaque métier, on fait comme une cartographie où on regarde les compétences, le niveau de diplôme, le niveau de responsabilité, le niveau de pénibilité, la participation à la performance de l'entreprise, et de tout ça découle un salaire. Et en fait, tu vois que tous les métiers majoritairement féminins, ils sont sous-décrits. On ne va pas parler de compétences, on va parler de qualité. Et par rapport, quand tu compares des fiches métiers, tu vas voir que ça vaut toujours moins qu'un métier fait par un homme. Et tu vois, dans le livre, j'interroge des expertes, des économistes, notamment Rachel Silvera, qui est vraiment une pointure sur le travail des femmes. Et elle a cette citation qui résume très bien les choses, c'est qu'une femme qui a 2 vies entre les mains à chaque accouchement ne vaut pas un homme responsable d'une machine. C'est ça, tu vois, ces salaires ne se valent pas. Donc tant qu'on méprisera et qu'on sous-estimera les compétences dans les métiers majoritairement féminins, tant qu'on sous-estimera aussi la pénibilité des métiers féminins, on aura ces inégalités. Et qu'importe que tu nommes plus de femmes dans les comex ou que tu aies plus de transparence des salaires. Il faut vraiment changer, si tu veux, la façon dont on valorise les métiers. Tu vois, sur la pénibilité, pour te donner un exemple, tu as le critère du bruit qui est reconnu comme un facteur de pénibilité. Ça vaut pour un ouvrier en usine. Ça ne vaut pas pour une auxiliaire de puériculture dans une crèche qui entend des enfants crier toute la journée. Voilà. Une aide-soignante qui est, tu vois, à gérer des malades, des personnes en fin de vie, elle va porter des corps toute la journée. Tu as tout un travail émotionnel et psychologique qui est difficile parce que tu te confrontes à la maladie, à la mort, à des gens qui parfois ont des remarques très dures, tu vois, tu as quand même un relationnel difficile. Mais pour ça, il n'y a aucune reconnaissance de la pénibilité, que ce soit en termes physiques ou psychologiques. Et tu vois, les maladies, la souffrance au travail,
concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Et ça se traduit même avec une hausse des accidents du travail pour les femmes. Tu as plus 41% d'accidents du travail pour les femmes depuis 20 ans, comparé à moins 27% pour les hommes. Ok. Donc, tu vois, c'est plus dangereux de travailler dans les métiers de service et du soin à la personne que dans le BTP. C'est quand même fou, tu vois. Et cette souffrance-là, elle n'est pas forcément reconnue. C'est pas reconnu comme des maladies professionnelles. Donc, tu es moins bien indemnisé si jamais, tu vois, tu t'arrêtes ou... Voilà. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue dans tous les sens. Donc, je te fais une très longue réponse parce que c'est vraiment... Est-ce qu'on peut hiérarchiser qu'est-ce qui est le plus destructeur ? Moi, je pense que c'est ce mépris généralisé du féminin qui fait qu'en fait, tu vois, tant qu'on ne change pas de vision vraiment sur la valeur des métiers faits par les femmes, on bougera pas. Et on restera dans des discours de « il faut apprendre à négocier son salaire, il faut devenir un ingénieur et pas sage-femme », tu vois. Et du coup, bah, voilà, on s'en sortira pas. Et c'est pas... je pense qu'il faut sortir aussi d'une vision un peu misérabiliste qu'on a en se disant « il faut aider ces femmes-là, il faut leur donner des coups de pouce, tu vois, il faut... » voilà, comme si tu faisais de la philanthropie. Alors qu'en fait... on manque de personnes dans les crèches, on manque de personnes dans, tu vois, tous les métiers du soin. Et c'est notre problème à tous et à toutes. Tu vois, c'est pas que aider la sage-femme, aider l'auxiliaire de puériculture. C'est juste s'il y a plus personne pour nous soigner, pour garder les enfants, on va tous être impactés demain. Tu vois, c'est pas du tout un sujet de niche. C'est vraiment un sujet de société. Et est-ce que tu penses qu'il y a de la discrimination intégrée de la part de certaines femmes qui arrivent à des niveaux où voilà, il y a du pouvoir, de haut niveau dans leur carrière. Est-ce que tu crois qu'on dit souvent qu'il y a des femmes qui sont encore plus patriarcales que les hommes à certains niveaux. Est-ce que tu crois que... Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que c'est des femmes qui ont assimilé des codes masculins, qui ont dû taire beaucoup de choses, qui ont dû renoncer à beaucoup de choses. Et donc, c'est tellement intégré qu'en fait, elles reproduisent, si tu veux, les mêmes codes et qu'il y a même une forme d'amertume de dire « moi, j'en ai tellement bavé pour arriver là où je suis, il n'y a pas de raison que toi, tu de faire de cadeaux. » Tu vois. Et même un espèce de rejet de dire « ah, moi, c'est pas parce que c'est une femme que je vais être plus gentille. » Parce que tu as un espèce de réflexe de rejet de son propre genre. J'ai pas voulu être réduite au statut de femme, et si je suis une femme et qu'on attend de moi que je sois plus sympa avec les autres femmes, ça va venir me réenfermer dans cette catégorie-là, alors que c'est même beaucoup plus c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus prometteur de discréditer les autres femmes pour montrer que toi, voilà, t'es pas la femme de service, mais t'es comme les one of the boys, tu vois. Voilà, tu fais partie du boys club. Donc évidemment que t'as des femmes qui sont hyper dures avec les autres femmes. Mais tu vois que c'est pas qu'une question de genre, c'est une question de culture. Moi, parfois, on me dit, oui, mais du coup, est-ce que les femmes managers, c'est pas à elles d'impulser le changement et d'aider les autres femmes? Mais parfois, elles ont pas les moyens. C'est pas parce que tu es manager que d'un coup, tu peux changer les horaires de travail, faire une crèche d'entreprise, changer tout ce processus d'autopromotion et de négociation où t'es pas rémunéré selon ton mérite et tes résultats, mais t'es rémunéré selon ta capacité à te mettre en avant et tu vois, à faire ton autopromotion. Ça, elles y peuvent rien. Tu vois, et c'est pas elles qui vont augmenter d'un coup la RH ou la comptable par rapport au commercial. Elles n'ont pas les outils, tu vois. Et c'est même un peu, moi, je trouve, presque les enfermer aussi dans un stéréotype de les femmes doivent être les plus morales, les plus vertueuses et les plus gentilles les unes avec les autres. C'est pas, ça se règle pas entre nous. Encore une fois, c'est une question de société, c'est une question qui concerne tout le monde. Tu vois. Elles sont pas responsables de toute cette société Non. patriarcale. Et on peut pas être responsable des inégalités qu'on subit. Et c'est pour ça que moi, tu vois, j'adore faire du coaching pro. Je trouve ça merveilleux quand tu vas en faire. Parce que tu apprends à revaloriser tes besoins, à prendre confiance en toi, à t'affirmer, à savoir ce que toi, tu veux vraiment et à te libérer de beaucoup d'injonctions, à comprendre aussi les rapports de force en entreprise. Enfin, vraiment... si vous avez l'occasion de pouvoir faire du coaching pro, faites-en. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et je trouve que c'est de l'honnêteté intellectuelle aussi de le dire et que ça permet aussi de déculpabiliser des femmes qui pensent qu'il suffit de se dire des mantras devant la glace et tout sera réglé. Et c'est faux. C'est faux. Non, mais tu vois, vraiment. Et ça n'empêche... Même moi, tu vois, j'essaie d'intégrer cette approche systémique et d'avoir une vue lucide sur les inégalités professionnelles dans le coaching.
Parce que ça permet de relativiser, ça permet de se décomplexer, ça permet de déculpabiliser, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et après, toujours de revenir à la démarche du coaching qui est qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle pour essayer d'améliorer ma vie, tu vois. Et ça, très bien. Mais voilà, le coaching, c'est très bien, mais on ne peut pas réduire la question de l'égalité à un enjeu de performance individuelle. Et à un enjeu de j'ai une super to-do list, je délègue à 36 personnes et je fais du coaching. Ça doit aller plus loin que ça, tu vois. Ça doit être un sujet pour les entreprises et pour notre société. Pourquoi la maternité reste-t-elle un tournant aussi pénalisant dans la carrière des femmes malgré les avancées ? Et bah parce que quand tu deviens mère, quand tu deviens parent, ce qui est quand même quelque chose d'assez banal, ça reste vu comme une trahison et quelque chose d'exceptionnel qui ne colle pas avec les règles de réussite et tu vois, les règles de l'entreprise. Ça veut dire que tu seras moins disponible en termes de temps, que tu pourras moins faire ton autopromotion, que ta priorité ultime, c'est plus le travail et ta carrière, mais c'est tes enfants. Enfin, tu vois, je sais que parfois, il y a des sondages avec des résultats qui disent que les femmes disent qu'elles font passer en priorité leur famille et leurs enfants sur leur carrière et on s'en émeut en disant « Ah, c'est bien dommage ». Mais attends, à partir du moment où tu fais des enfants et tes parents, vaut mieux que ce soit ta priorité. Enfin, tu vois, c'est quand même fou de se dire que c'est pas normal de pas faire passer ses enfants avant, tu vois, quand t'es parent, quoi. Donc on regarde toujours les mères un peu comme des Judas de l'entreprise parce qu'elles vont être moins disponibles parce que je croyais qu'elle avait de l'ambition et voilà qu'elle fait un 3e gamin. Ah là là, faut savoir ce qu'elle veut. Et donc tu vois, on est toujours ramené à cette espèce de dilemme entre carrière et famille parce qu'on sait que c'est hyper dur de concilier aujourd'hui avec les règles de réussite du monde de l'entreprise. Et en plus, alors je pense que tu as un changement de génération, tu vois, là où nos mères, elles étaient très working girl, tu vois. On parle pas de nos règles douloureuses, on parle pas de nos gamins, on délègue et on travaille comme des hommes et on monte pas de blanche et voilà, ça moufte pas et on peut y arriver. C'était des années où on n'éduquait pas forcément les enfants pareil et il y avait aussi beaucoup plus le village avec lequel tu éduques un enfant. Aujourd'hui, on éduque nos enfants seuls. T'habites plus forcément dans la même ville que tes parents. Les grands-parents, ils n'ont pas forcément envie de garder les enfants. Voilà. Même s'il y a 23 millions d'heures de garde gratuite par semaine par les grands-mères, quand même. Et en plus, tu as une charge éducative plus forte. Parce que tu sais que il vaut mieux faire des petits plats maison à tes enfants que de leur faire manger des trucs industriels, que l'éducation positive, il faut pas crier sur ses enfants, il faut pas les punir, il faut pas les taper, et Dieu merci, tu vois. Il faut faire Montessori à la maison, il faut installer plein de trucs partout pour être sûr qu'ils soient bien occupés. Mais c'est bien parce qu'on a un niveau d'exigence en termes d'éducation qui, je pense, est louable par rapport à certaines pratiques, tu vois, des années 80-90 qui ont créé des traumas, et tu vois, donc très bien. Mais si tu veux, t'as autant d'injonctions professionnelles de réussite où pour réussir, il faut être ultra disponible. En même temps, tu as plus de charges éducatives et tu as moins d'aide. Tu vois, bon courage, jackpot. Quoi. Jackpot. Bim, bim, bim. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est évidemment difficile quand tu deviens mère et que tu as envie, tu vois, de continuer de travailler et tout. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, tu vois, autour de moi, c'est des femmes qui n'ont pas envie de lâcher, mais qui n'ont pas non plus envie de sacrifier leur vie personnelle pour le travail, parce qu'aussi elles ont vu leurs parents beaucoup travailler et pas forcément récolter ce qu'ils auraient dû récolter. Tu vois. Donc ça, c'est le côté un peu Gen Z, j'ai une vision utilitariste du travail, je prends ce que j'ai à apprendre, je prends mon salaire et j'en ferai pas plus. C'est pas forcément mal, si tu veux, vu que parfois le rapport de force, il était beaucoup trop déséquilibré. Mais ça reste quand même hyper dur quand t'as un enfant et que t'as envie d'avoir une carrière et tout. Et que là, moi, je vois des femmes qui disent « j'ai envie de travailler, mais à ma façon, de travailler moins, mais mieux ». Et du coup, qui sortent du salariat. Et je te jure, franchement, j'ai pas trouvé d'études et de chiffres là-dessus, mais ça vaudrait vraiment le coup de regarder le pourcentage de femmes, après la naissance d'un enfant, qui changent de métier ou qui changent de poste. Ouais. Parce que honnêtement, autour de moi, tu mets une fois sur deux, au moins, il y a un changement 6 mois après, tu vois. Vraiment, je monte ma propre entreprise, ou je prends un poste plus cool, ou je change d'entreprise, tu vois, il y a un ajustement. Mais après, t'as plus de congé mat, t'es hors système, donc... Alors, tu peux changer de poste dans la même entreprise,
Non, je Mais veux tu dire, vois, il y a du... Voilà. sortir du salariat, je veux dire. Après, tu as droit à un congé mat quand tu es entrepreneur, si tu veux. Ça, c'est pas... Et je recommande d'aller voir le compte de Solène Pigné là-dessus. Elle a un podcast qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse, enfin vraiment là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi, quand tu es indépendante, tu n'as droit à rien. C'est faux. Moi, je peux te le dire, je suis indépendante, j'ai eu un bon congé mat. Ok. Voilà, c'est pas non plus... faut être informé. Tu vois, alors, t'as pas droit au chômage, ça oui, mais t'as droit à quand même de la protection et à un congé maternité. Ok. Donc ça, voilà. Mais faut s'informer, il faut faire des démarches et tout. Mais en tout cas, quand t'es dans le cas plus classique du salariat, tu vois, voilà, faire un enfant, c'est encore vu comme une trahison ou le fait que t'es pas vraiment ambitieuse. Alors que jamais un homme qui dit, bah voilà, je vais être papa, on va lui dire, oh, je pensais que t'étais ambitieux. On va lui dire ça, on va lui dire, oh, super, du coup, tu vas devoir ramener de l'argent à la maison, donc on va te promouvoir. Voilà. Voilà, c'est ça qui se passe, tu vois. Mais, et tu vois que c'est encore très culturel aussi, parce que même des managers ne sont pas formés à l'annonce d'une grossesse. Moi, je suis scandalisée par les témoignages que je recueille de femmes qui disent, bah, moi, j'ai annoncé ma grossesse, et on m'a dit, de façon complètement décomplexée, de but en blanc, ah bah c'est dommage, on voulait te promouvoir. Ou ah bah je pensais que tu avais de l'ambition, ah bah du coup ça va être compliqué, donc tu penses prendre un congé parental, ou tu penses arrêter, ou tu vois, comme si d'un coup c'était le truc le plus compliqué au monde, quoi. Alors que ça l'est pas forcément. Mais après, tu as des telles inégalités de répartition des tâches domestiques que bah voilà, ça se répercute évidemment au travail aussi. Donc là, je te fais un constat un peu pessimiste. La bonne nouvelle, c'est que des bonnes pratiques existent et que c'est pas du tout une fatalité, ces inégalités professionnelles. Que c'est pas aux femmes de courir derrière l'égalité, notamment en faisant du coaching pro et tout, c'est au monde du travail de se réinventer. Comment ? En étant plus méritocratique, c'est-à-dire que tu arrêtes de rémunérer les gens et d'augmenter leur salaire parce qu'ils le demandent, mais juste parce qu'il y a plus de transparence des salaires et que tu as un système de récompense, tu as des bons résultats, tu es automatiquement augmenté, beaucoup plus méritocratique. Ça servirait aussi à beaucoup d'hommes qui sont eux aussi des bons élèves. Plus de flexibilité dans le monde du travail, donc sur les horaires, sur voilà, de pouvoir travailler à distanciel ou pas. Pas forcément, tu vois, d'avoir plus de congés. Tu vois, sur les règles douloureuses, on parle du congé menstruel et tout. Ouais. Moi, je trouve que ça se discute. Mais tu peux aussi te dire que quand tu es en premier trimestre de grossesse ou que quand tu as des règles douloureuses, au lieu de être renvoyé chez toi, on peut aussi aménager tes tâches, ton temps de travail, ta posture. Il y a plus d'ajustements qui sont possibles que juste renvoyer les femmes chez elles. Tu vois. Donc avoir cette intelligence-là. Réviser les grilles de classification des métiers dont je te parlais tout à l'heure, c'est obligatoire de les réviser tous les 5 ans, ces grilles. Tu vois. Donc si vraiment tu as des experts avec une lecture genrée de tous ces biais qui se penchent dessus, qui sont consultés, qui sont écoutés pour réviser les grilles de classification, tu revalorises les salaires des métiers majoritairement féminins. Voilà, tu prends plus en compte la santé des femmes au travail, tu as une culture d'entreprise beaucoup plus kids-friendly, mais même plus que kids-friendly, tu vois, plus friendly avec le reste de la vie, parce que le travail ne pense son temps qu'en fonction de lui-même. Mais tu vois, il n'y a pas que la petite enfance, il y a aussi le bénévolat, la vie associative, tous les gens qui sont engagés pour notre démocratie aussi, tu vois, le travail militant, tout ça, ça crée de la valeur. Et tu as des pays qui font autrement. En Suède, on va dire, on nous parle encore de la Suède, en Suède, si tu es encore au travail à 17h, c'est que tu travailles mal et que tu t'es mal organisé. Donc, tu finis plus tôt, tu as un congé parental qui est beaucoup mieux rémunéré, donc c'est jusqu'à 390 jours rémunéré 80% du salaire. Ça fait quand même assez envie, tu vois, voilà. Et puis, tu as plus d'égalité aussi entre les parents. Moi, je reviens toujours à ça, mais le congé paternité, il faut qu'il soit allongé. Parce que là, c'est juste 28 jours versus 16 semaines pour les femmes, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, tu institutionnalises que 2 parents ne se valent pas, y compris dans le monde du travail. Un employeur va se dire, un homme, voilà, il va partir moins longtemps, il va être plus disponible, il va moins avoir de jours de congé enfant malade posés, parce que c'est sa femme qui va s'en charger et tout, enfin... Tu vois, c'est quand même un peu triste. Tu as des études qui montrent qu'un homme dont la femme travaille aura moins de chances d'être promu qu'un homme dont la femme ne travaille pas. Tu vois, et tu sais très bien pourquoi, parce que ça crée de l'opportunité et de la disponibilité et tout. Enfin bref, donc là, je te cite quelques mesures, mais tout ça pour dire qu'on peut changer les pratiques, on peut changer de politique RH. Il y a des entreprises qui le font, qui ont des très bons résultats. Tu as des entreprises qui passent à la semaine de 4 jours et qui disent que ça n'a rien changé à la performance, à la limite améliorée. Ça renforce l'engagement et le bien-être des salariés et tout. Donc tout ça, pour te dire que penser réinventer le monde du travail avec plus d'égalité, c'est très viable économiquement.
Tu vois, c'est plus d'égalité, plus de diversité, plus de mixité, c'est plus de performance. Donc dire c'est une jolie idée qui coûte cher, ça marche pas, c'est faux. Ce qui coûte cher, c'est la culture du présentéisme, c'est le manque d'inclusivité, c'est le manque d'égalité et c'est la culture de l'autopromotion. Ça coûte très cher. Merci Lucie. Bah, je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec Lucille. Allez. Si vous avez aimé cet échange, si vous avez été touché à un moment donné, si voilà, ça vous a plu, ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça voilà, qu'on fait porter des idées, c'est comme ça qu'on change les choses, c'est comme ça que voilà, on s'entraide au sein de notre communauté. À très vite.